rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset. Et on se retrouve donc pour ce grand dossier consacré, on va dire, aux technologies globalement. Et cette question high-tech, low-tech, quel avenir pour le bâtiment? On va voir finalement que je crois que les deux peuvent être tout à fait complémentaires, mais je ne vais pas dévoiler le débat avant qu'il commence. En tout cas, le bâtiment... D'après ce que disent certaines études, et notamment l'Institut McKinsey, fait partie des secteurs qui sont encore les moins digitalisés au monde. On le voit bien en France, c'est loin d'être évident. Et pourtant, c'est un secteur ouvert aux innovations. Donc, on va parler de tout ça avec nos invités, notamment en plateau. François Desgardins, bonjour. Bonjour, qui est directeur des nouvelles offres et de l'innovation groupe chez Nexity. Alors, je pense que Nexity, pour ceux qui nous suivent, je pense qu'à peu près on voit quel est le groupe, mais peut-être quelques mots complémentaires si vous voulez vous présenter. Alors, Nexity, on est un acteur de l'immobilier. On a commencé notre histoire dans la promotion, qui reste le cœur du réacteur du groupe. Donc on construit des immeubles de bureaux et des immeubles résidentiels. On est numéro 1 français sur ces deux segments-là. Et puis depuis quelques années maintenant, Alain Dinin puis Véronique Bédag nous ont amenés dans une logique de plateformisation. Donc on développe tout un tas de services autour de ce bâtiment, et dans ces services, bien évidemment, pour les rendre plus intelligents, les bâtiments, on se pose la question de la juste technologie qu'on doit y mettre et de la création de valeur que ces technologies vont amener dans le bâtiment. Le modèle bâtimentaire immobilier historique, c'est du loyer. Est-ce que demain, grâce à cette technologie, on va avoir d'autres valeurs complémentaires pour le propriétaire et surtout pour l'utilisateur, parce qu'in fine, ce qui compte, c'est l'utilisateur, qui vont être créés grâce à ces nouvelles technologies. Alors, point d'interrogation, où est-ce qu'on en est de tout ça? Parlons-en. Exactement, on va en parler, et également avec Nicolas Régnier, bonjour, que vous connaissez bien parce que je sais que vous travaillez ensemble. Vous êtes le CEO de Data Solus. Alors vous proposez des solutions qui valorisent les données d'un projet immobilier, parce qu'on parlait de data tout à l'heure avec Guillaume Loiseau. Donc quelques mots complémentaires pour vous présenter. Oui, bonjour Nathalie, merci. Donc Data Solus, effectivement, c'est une solution SaaS qui met la data au service de la performance des investissements immobiliers. Et surtout, du coup, de la transition environnementale. Je pense qu'on en reparlera juste après. Et on intervient, la spécificité, c'est on intervient sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment. Ça aussi, on en reparlera, c'est important. Et concrètement, c'est une plateforme qui vient agréger l'ensemble des données produites par l'ensemble des acteurs sur le projet. Voilà, alors on a parlé beaucoup de technologie, on va parler quelque part de low-tech aussi avec Emmanuel Pad, bonjour, donc qui est architecte chez Méandre, etc. C'est ça. Exactement. Alors quelques mots pour vous présenter, là c'est votre plaquette, on va dire officielle, on va dire. Allez-y, je vous en prie. Voilà, puis on a aussi un site internet. Donc Méandre ETC, architecture, urbanisme, environnement, nous sommes depuis 1998, nous dessinons et nous suivons la construction de bâtiments pionniers, disons, en avance de la loi pour la transition climatique. C'est de l'architecture et c'est aussi de la recherche, parce que nous regardons aussi le retour d'expérience, comment ça vit. Et je pense que c'est cela qui nous a amenés à considérer que le low-tech... ou le passif, le bioclimatique, finalement, c'est un peu comme la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc dans un bâtiment, tout ce qui est moins actif, finalement, perdure. Et si c'est bien dessiné, eh bien, ça rend des services pour longtemps. Pour longtemps. Alors, quand je feuillette, évidemment, ce catalogue, si je puis dire, on tombe sur un groupe scolaire, zéro énergie, avec beaucoup de bois. Donc, c'est emblématique aussi de ce dont on est en train de parler. Et puis, notre quatrième intervenant, il est en visio. Philippe Biwix. Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Donc, vous êtes ingénieur, spécialiste, on va dire, des questions de l'épuisement des ressources minérales, on va dire un promoteur quand même des low-tech aussi, et directeur général adjoint de l'AREP, filiale de la SNCF. Quelques mots pour vous présenter? Oui, alors presque. Donc j'ai été promu dans la plus stricte intimité. Donc c'est directeur général d'AREP désormais. Et AREP, c'est une grande agence d'architecture qui travaille à 80% pour sa maison mère, Gare et Connexion, SNCF, mais aussi à 20% pour plein d'autres clients publics et privés à toutes les échelles, donc du mobilier urbain, donc avec des designers, bâtiments, avec tous les métiers de la maîtrise d'œuvre et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la programmation
en passant par l'ingénierie, par des expertises environnementales en particulier, et puis on va jusqu'à l'échelle du territoire avec des urbanistes, et on ambitionne de devenir une grande agence post-carbone, voilà, et de faire bouger avec notre responsabilité de grande agence avec 350 architectes et 1000 personnes, et bien de faire bouger tout le secteur du bâtiment vers ce monde bas carbone que nous appelons tous de nos voeux, évidemment. Voilà, c'était pour un premier tour de table. Alors j'ai envie justement de vous poser en premier la question sans trop développer, parce qu'après en fait l'idée c'est qu'on soit très concret aussi et pratico-pratique dans ce débat pour ceux qui nous suivent. J'ai posé la question à high-tech, low-tech, quel avenir pour le bâtiment? François Desgardins, je pense que c'est presque une question qu'il faut oublier, non, c'est ça? Oui, parce que en fait, quand elle est posée comme ça, elle semble dire qu'on aurait un combat entre un bâtiment pas intelligent et un bâtiment soi-disant intelligent avec plein de technologies dedans, qui en réalité ne sert à personne. Et donc, bien évidemment, quand il est abordé comme ça, il nous entraîne dans l'idée que mettre des capteurs partout, parce que c'est l'image d'Épinal qu'on a, ça ne sert pas à grand-chose, d'autant que si on se dit les choses, une partie des opérateurs qui interviennent dans ces bâtiments, ils récupèrent beaucoup de data dont ils ne savent pas quoi faire et pour lesquels ils ont des personnels qui sont un peu désarmés en fait, devant l'arrivée de ces technologies. Donc la question de fond, c'est le juste usage de la technologie. Comment on fait des études pour avérer l'intérêt d'une technologie pour l'utilisateur du bâtiment ou pour le bon pilotage, monitoring du bâtiment, notamment sur la consommation énergétique, bien évidemment. Et donc, ça, c'est la question à laquelle, ensemble, on doit répondre. En réalité, personne ne peut répondre tout seul. Nous, le promoteur, on est maîtrise d'ouvrage, donc on est prescripteur, mais on ne sait pas faire ça si on n'a pas des architectes, si on n'a pas des gens qui viennent de la nouvelle économie avec des solutions et qui sont capables de nous démontrer l'apport de ces solutions. On ne sait pas le faire si on parle avec les utilisateurs des bâtiments qui nous disent, eux, quel est l'intérêt réel qu'ils trouvent aux technologies qu'on a pu installer. Donc c'est un avis que vous partagez, Nicolas Régnier ? Oui, effectivement, je pense que tu as raison, François, il ne faut pas opposer les deux. Pour moi, si on prend un peu de recul, il y a quand même, sur un projet immobilier, des enjeux de fond énormes. Hein. Si je cite, par exemple, c'est un secteur qui émet pratiquement le plus de déchets. C'est un secteur sur lequel, vous l'aviez dit Nathalie, la productivité c'est le seul secteur d'ailleurs dont la productivité a baissé depuis les années 60, alors que la productivité mondiale a doublé. Donc on a un gap de plus de 125% entre les secteurs. Ça, il faut se poser la question. C'est un secteur où la sinistralité a doublé aussi depuis 15 ans. Et là, on le connaît avec le paquet climat de l'Europe. On a un engagement de réduire de 55% les émissions de carbone à horizon 2030. Et ce secteur-là est aussi un des secteurs majeurs en émissions. Donc, il faut se dire qu'il y a quand même un sujet de fond qui nécessite de remettre en question quand même la façon de travailler. Il y a une logique de data transformation, on l'a vu avec les GAFA, etc., sur tout un tas d'autres secteurs. On l'a vu dans l'aéronautique aussi. Si je prends un parallèle, sans trop rentrer dans le détail, mais le cycle de production a été divisé par 4 dans les années 70-80 par la data. Donc l'idée, c'est pas de dire effectivement on met des capteurs partout, on digitalise tout et de toute façon, trop de data tue la data. Pour moi, et je pense on en reparlera à l'issue et je vous donnerai des exemples, mais l'enjeu, c'est quand même de prendre conscience de ces enjeux-là, de les mesurer, de mettre en place des KPI, parce que c'est resté un secteur très fragmenté. On fait que entre guillemets, je ne veux pas trop noircir, mais il y a que des prototypes quasiment. Donc on peut être amené à reproduire la même erreur sur les différents bâtiments. Donc tout ça, ça peut se mesurer. Tout ça, ça doit se mesurer d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une logique de se dire avec la nouvelle directive finance durable au niveau de l'Europe. Maintenant, il y a une obligation pour se financer, on parlera de green bonds peut-être, de fonds à impact, etc. Il y a une obligation de transparence, de se fixer des objectifs, de se mesurer. Et c'était le patron d'un des plus gros fonds souverains norvégiens, en l'occurrence, là, qui disait en mai dernier... on ne pourra plus ni se financer, ni s'assurer, ni recruter si on n'est pas hyper compliante avec l'ESG, avec les différentes, avec une démarche de développement durable. Voilà. Donc
on reparlera des exemples. Donc finalement, ça se retrouve en lien. Alors je vais passer la parole à Emmanuel Pat, parce que je vois que vous avez évidemment beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors vous, évidemment, vous n'êtes pas dans la haute technologie, mais c'est aussi une forme de technologie aussi quand on s'intéresse aux matériaux, finalement, quand on y réfléchit. Oui, et puis, oui, bien sûr, parce que dans low-tech, il y a bien tech. Exactement. Et je dirais que c'est une technologie où il va falloir mettre de l'intelligence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très souvent sur les chantiers, on a des gens qui sont un peu des applicateurs et qui vont poser des objets et peut-être hyper technologiques dont ils ne comprennent pas toujours comment ça marche. Donc le low-tech, c'est se réapproprier pour les personnes sur le chantier, se réapproprier la compréhension. C'est de l'ingéniosité, c'est de l'inventivité, c'est de l'innovation aussi sur les chantiers. Et puis moi je dirais, en tant qu'architecte, ce qui vraiment nous intéresse dans le low-tech, c'est que on n'est pas hors sol, on est obligé, et on a envie d'ailleurs, de commencer le travail par la perception du site, qu'est-ce qu'il y a comme ressources, quel est le climat, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il y a la course du soleil, toutes ces choses-là. Donc, contrairement à toute une époque, parce que quand même les 30 Glorieuses, c'était l'architecture internationale, où on pouvait mettre des bâtiments exactement les mêmes, dans une ville africaine, au nord de l'Europe, etc., et mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de carbone émis aussi pour les faire tourner. Alors que le low-tech, c'est tout d'un coup, on remet les pieds sur terre, je pense, et c'est du bonheur, parce que c'est quand même agréable aussi de comprendre comment les choses marchent, de pouvoir les réparer. Il faut trouver... Ils ont l'air contents quand même, les deux autres, oui. En plateau. Voyez. Non, mais il faut trouver du bonheur, je pense, enfin, c'est une philosophie peut-être d'être plus maître chez soi. Oui, maître chez soi. Alors justement, si on veut en savoir plus, il y a une bande dessinée, si je puis dire, un Rénover low-tech, c'est tout naturel. Vous avez notamment piloté qui explique tout, hein, c'est ça, sur le principe. Tout, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup de choses. Qui explique des choses. Et il y a d'ailleurs au dos de il y a un petit flashcode pour aller écouter des podcasts où on visite des bâtiments et justement... Et puis ça, c'est de la low-tech. Voilà. Bon, c'est aussi en ligne sur le site de Profil et sur le site de l'AQC. Et il faut des sites internet, il faut de la donnée. Voilà. Il faut un smartphone high-tech. Exactement. Et pour faire du réemploi, c'est bien qu'on connaisse les gisements. Si c'est par Internet qu'on sait qu'il y a un immeuble qui est en train de se déconstruire et qu'on va pouvoir réutiliser un certain nombre de matériaux. Donc, je pense qu'on ne peut pas opposer les deux, mais c'est qu'on aime bien faire des débats en France. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est le principe. Mais c'est pour ça que je préférais tuer dans l'œuf ma question d'emblée. Alors, Philippe Biwix, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui vient d'être dit? Ça m'inspire que j'aurais peut-être dû être sur le plateau, peut-être pour rejoindre les troupes de combat du pro low-tech et peut-être venir réagir physiquement encore plus fortement. Non. Évidemment, on ne peut pas dire... c'est pour ça qu'on vous a mis à distance. Hein. Voilà. Et vous nous manquez. Hein, vous nous manquez. Voilà, donc oui, les low-tech, on est d'accord, c'est pas les amis, je suis au retour à la bougie, la caverne et je sais pas quoi, encore que maintenant, avec la fin de l'abondance, tout est possible, hein, la sobriété est devenue un mot magique. Moi, je pense qu'effectivement, il faut insister sur le fait que le low-tech, c'est une démarche. Alors, c'est une démarche qui implique, comme le disait Emmanuel, les gens sur les chantiers et l'intelligence, finalement, peut-être remplacer la pseudo-intelligence des machines et des logiciels, parfois par l'intelligence des êtres humains. Mais c'est aussi, effectivement, et je trouve que la BD, d'ailleurs, raconte très très bien, c'est comment ça implique les utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, si vous impliquez pas les utilisateurs des bâtiments, vous allez avoir peut-être des technologies qui seront mal utilisées, qui seront dévoyées. Votre smart building, il va pas du tout vous apporter les avantages qu'il y avait sur le papier. Il y a quelqu'un qui va coincer une fenêtre avec un manche à balai, j'en sais rien. Et donc, en réalité, il faut vraiment... et puis, vous allez avoir de l'effet rebond potentiellement. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, par exemple, dans la rénovation thermique. Donc, ensuite, si vous n'avez pas discuté avec les utilisateurs des usages, des besoins et de ce de ce que doit apporter réellement le bâtiment, ça va pas fonctionner. Donc, c'est vraiment une logique de démarche. Une fois qu'on a dit ça, je tiquais un petit peu sur quelques réflexions quand même qui ont pu être dites, c'est-à-dire notamment sur la question des data, en disant on a besoin de data pour faire la transition, on a besoin d'exploiter intelligemment ces data.
pas produire des datas pour le plaisir, évidemment. Je contesterais un tout petit peu en disant est-ce qu'on va faire baisser la température en installant juste des thermomètres? C'est pas forcément. On pourrait questionner le truc. Et je trouve qu'on a un défaut dans notre. Bien sûr, moi aussi, je suis d'accord avec le fait qu'il y a des technologies qui, mises en œuvre, vont avoir un avantage indéniable. Il faut qu'elles aient un avantage indéniable. Il faut être capable de prouver que leur impact environnemental sera bien meilleur positivement que l'impact négatif qu'elles vont générer par les ressources et par l'énergie qu'elles vont consommer. Donc, d'accord, moi j'utilise souvent ce mot de techno-discernement, au lieu d'être dans la techno-béatitude, mais on a une petite tendance quand même, à cause du fait que data, c'est un mot un peu magique, qu'on peut vendre des data et exploiter des data, ça va permettre de faire du scale-up dans des belles startups, et donc c'est très à la mode tout ça. On a quand même une tendance un petit peu à projeter finalement des technologies possibles, et puis à se demander après, tiens, qu'est-ce que sont les cas d'usage ou les bons cas d'usage, et comment je vais pouvoir valoriser ça. Évidemment, aujourd'hui, la valorisation, forcément, elle a l'enjeu environnemental et pas juste un enjeu économique. Mais je pense qu'on est encore trop dans un réflexe de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire des technologies et qu'est-ce qu'on peut faire des datas qu'on va produire et comment on va pouvoir valoriser tout ça. Alors qu'en réalité, la démarche de départ, c'est une démarche de sobriété intelligente, de sobriété choisie et pas de sobriété subie. Peut-être on y reviendra. Des questions d'éco-conception, et comme l'a dit Emmanuel, qui impliquent en fait tout l'environnement, toute la question du site. Alors c'est pas nouveau, les architectes, ça fait 150 ans qu'ils expliquent que leurs bâtiments sont toujours des prototypes et évidemment très différents à l'endroit où ils sont. Mais en réalité, quand on prend vraiment les questions effectivement climatiques, matériaux, ça peut nous embarquer très loin. Des questions d'adaptabilité aussi, parce que le changement climatique, le coût est parti. Donc en fait, comment on fait pour que les bâtiments soient pas frappés d'obsolescence rapidement, que leur bilan carbone, l'énergie grise qui va être incluse à la fabrication, eh bien, elle soit amortie sur le plus de temps possible, évidemment, et pas simplement sur 20 ans, et il faudra les faire tomber ensuite. Et donc voilà, ça implique, à mon avis, des démarches beaucoup plus profondes que la question de savoir quels vont être les bons logiciels et quels vont être les bons niveaux de capteurs à installer ici ou là. Alors, je vois François Desgardins qui est prêt à réagir à ce que vous venez de dire. Vous faites aussi, vous, dans le techno-discernement, quand même. Alors, on essaye. Non, mais là où je rejoins ce qu'il vient d'être dit, effectivement, c'est sur la démarche, elle doit être globale. Moi, c'est pas une particularité, mais je fais 15 ans en fonction publique et un certain nombre d'années dans le privé. Le premier point pour moi, quand on arrive sur un territoire, c'est l'échelle du quartier. C'est-à-dire que, en fait, il y a une première source d'économie de carbone qui doit être pensée avec la puissance publique sur l'aménagement territorial. Quelles sont les sources d'énergie à proximité? Est-ce qu'on a une ferme solaire? Est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce qu'il y a un bassin à hydrogène? Est-ce qu'il n'y en a pas? Ça, le promoteur, il arrive dans un écosystème aménagé par l'aménageur sur lequel, finalement, il récupère un héritage qui est l'héritage de ce que la puissance publique a bien voulu lui mettre à disposition. Donc on a une première forme de transition qui doit être faite avec la puissance publique, et là on a une espèce de pacte à réinventer entre le public et le privé pour qu'émergent ces nouveaux quartiers, ces nouvelles sources d'approvisionnement d'énergie qu'on va raccorder dans nos bâtiments. Si demain je veux construire un bâtiment qui fonctionne à l'hydrogène, je ne peux pas décider tout seul en tant que Nexity promoteur de construire un bâtiment qui a fonctionné à l'hydrogène. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une source qui soit pas loin. Donc première étape, le pacte public-privé dans l'aménagement territorial, pour moi c'est absolument nécessaire, obligatoire, avec une vision programmatique de l'aménagement territorial. Une fois qu'on a réussi à faire ça, effectivement, on va se demander qu'est-ce qu'on livre comme bâtiment. Et donc là, on va avoir un choix d'acteurs. Est-ce qu'on travaille avec des acteurs locaux ou est-ce qu'on travaille avec des acteurs qui viennent de l'autre bout du monde? Là encore, nous, on a la chance de travailler en corps d'État séparés. Ça va nous permettre de sourcer un maximum de producteurs locaux et de se demander finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pas très loin sur le territoire qui va nous éviter des déplacements de matériaux ou des choses comme ça? Et ça va nous ramener, bien évidemment, aux matériaux qu'on utilise dans le bâtiment. Est-ce qu'on travaille sur du matériau, par exemple du bois, qui viendrait de l'autre bout du monde, et donc le bilan carbone l'économie de carbone qu'on va faire sera perdue par le coût du transport du bois ou pas? Ça pose des questions sur les filières. Là encore, pacte public-privé. Si on veut faire plus de bois en France, il faut qu'on arrive à monter des filières françaises et objectivement, il n'y en a pas encore assez. Et puis, comme on travaille beaucoup en rénovation énergétique, va se poser la question du cureur. Comment lui démonte ce qui existe? Aujourd'hui, on va faire très clair, et on l'assume, et à un moment, c'était plus simple de tout raser, de mettre tout dans une benne et de reconstruire tout en neuf. Ça, on sait tous que ce moment de l'histoire des bâtiments en train de se terminer, va falloir qu'on apprenne aux cureurs à démonter proprement ce qui a été construit,
à retrier ce qui a été construit pour qu'on renettoie et qu'on réutilise. Aujourd'hui, au moment où on se parle, une prise neuve électrique produite en Chine coûte moins cher qu'une prise réusinée. Voilà. Quand vous êtes le propriétaire, vous préférez acheter une prise neuve, même si elle vient de la Chine, qu'une prise qui est nettoyée. Alors que bien évidemment, on le sait tous en tant que citoyens, c'est une aberration, il ne faut pas qu'on le fasse. Donc il va falloir qu'on change, y compris nous en tant qu'acheteurs, utilisateurs, notre manière de voir les choses et qu'on fasse tous un petit effort. Et puis, alors vous avez un exemple concret aussi, parce que finalement on voit la frontière, j'allais dire, entre high-tech, low-tech, vous pourriez le définir comme de la low-tech, c'est vous venez de sortir un bâtiment, hein, c'est ça qui peut fonctionner sans chaudière. Exactement. Donc là, effectivement, c'est une réflexion issue d'architectes, pour le coup, parce que c'est pas une invention Nexity. On a été se promener un peu partout en Europe, et notamment en Autriche. On a trouvé des architectes qui avaient construit un bâtiment, alors qui n'est pas sans technologie. Il a pas de chaudière, donc il a effectivement il fonctionne grâce à un ordinateur de bord du bâtiment qui va gérer les ouvrants. Donc là, on retrouve sur des techniques entre guillemets presque ancestrales, où on crée des ventilations sur un certain nombre de bâtiments pour qu'ils se régulent en fonction de la température extérieure. Et donc, c'est un bâtiment dit low-tech au sens où il n'y a pas de chaudière, mais il n'empêche qu'il y a bien un cerveau intelligent dans le bâtiment qui va monitorer le bâtiment, qui s'adapte à la température extérieure. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres. Alors, je pourrais vous faire réagir sur d'autres sujets, mais je vais faire commenter Nicolas Régnier pour poursuivre sur ce que disait aussi Philippe Biwix, la donnée pour la donnée, etc. Vous qui êtes là-dedans et qui produisait des doubles digitaux de bâtiments. Vous allez dire, vous, l'intérêt que ça représente, évidemment. Oui, en fait, je voulais revenir un petit peu, effectivement, sur le terme de data qui fait peur et et on s'imagine tout un tas de choses avec énormément de données, de serveurs, etc. Peut-être deux mots sur Data Solus. Qu'est-ce qu'on est, en fait? Nous, entre guillemets, on produit pas de data. Nous, on va agréger les données d'un projet immobilier et on va en faire un outil, un double digital standardisé, je reviendrai dessus aussi, qui est un outil en fait de pilotage stratégique pour la performance de l'investisseur immobilier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui l'information, vous l'aviez dit, est très fragmentée. Je vous donne juste un petit exemple. Sur un projet immobilier aujourd'hui, une même information est ressaisie en moyenne 7 fois sur la vie du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un tas d'incohérences, tout un tas de ressaisies, d'erreurs. Et ça génère des coûts. On estime en moyenne dans une foncière, ça c'est une dernière étude de Fidji et Mazars qui avait été faite, on estime qu'un collaborateur dans une foncière passe 30 à 50% de son temps à accéder à la donnée. Ne serait-ce que la connaissance de son patrimoine. Aujourd'hui, combien de bâtiments n'ont à peine les plans et on ne sait pas. Tout ça, ça a un coût important. Tout ça, c'est de la perte de valeur. Et du coup, là, nous, on permet ça, en fait. On a remarqué au passage avec nos clients, avec la plateforme Data Solus, on réduit le nombre de serveurs et du coup, l'impact carbone généré par quasiment 80%. Parce que du coup l'information est standardisée, fiable. Et quel est l'intérêt également d'avoir une information standardisée? En moyenne, sur la vie d'un projet, on parle ça c'est une étude FFB, on parle de 35 € par mètre carré de perte globale générée par une information peu fiable. Ça joue aussi dans les data rooms, dans les process de cession des actifs. Ça retarde, ça crée du risque, ça augmente les aléas. Et tout ça, c'est un coût et une perte de valeur qui n'est en général pas mesurée. On estime que c'est normal. Non, ça n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'un outil comme Data Solus est nécessaire pour standardiser à la source. Parce que, je l'ai dit, un bâtiment, c'est des milliers de composants, c'est des centaines d'acteurs, et une décision qu'on va prendre en conception, elle va avoir un impact sur les 50 ans de la vie du projet derrière. Et en fait, il faut être en mesure de pouvoir, quand on décide d'une variante d'un projet, quand on décide de voir son impact. Donc, il y a l'impact financier, donc ça, la notion de coût global. Et maintenant, il y a l'impact carbone environnemental, où on doit du coup fournir des justifications. Et en fait, aujourd'hui, à mon sens, par la data, le carbone doit pouvoir être géré comme du cash, en fait. On doit avoir un budget carbone. C'est ce que vous disiez, il y a un besoin de traçabilité, ou même de la même façon quand vous parliez de démonter aussi, après de déconstruire un bâtiment. C'est même pas un besoin, en fait, Nathalie. C'est maintenant, quand vous émettez un green bond pour vous financer, quand vous êtes un fonds à impact, etc., vous avez un devoir
vous avez un devoir de communiquer sur votre objectif initial, de communiquer sur votre méthodologie pour tracer tout ça, et surtout de communiquer sur un impact réel et mesuré de tout ça. Nexity, je crois, est engagé, tu en parleras François, sur une trajectoire carbone. Ça veut dire qu'il faut savoir au début d'où on part. Oui. Pouvoir le justifier. Moi, il y a un exemple que je donne tout le temps qui est très frappant. On peut construire le bâtiment le plus propre du monde. Si ensuite vous prenez un malin plaisir à mettre la chaudière à 25 et à laisser les fenêtres ouvertes, on aura beau avoir construit un bâtiment avec les meilleurs matériaux, il sera consommateur de carbone. Donc, mais alors là, c'est l'usager. C'est la problématique de l'usager. Et quand on nous parle maintenant, et quand Emmanuel Macron nous dit de mettre le chauffage à 19 degrés, il y a plusieurs exemples de très beaux bâtiments qui ont été construits avec une 19 degrés. Ben, très vite, l'utilisateur pouvait monter la température si ça ne lui convenait pas. Sauf qu'aujourd'hui, en vrai, l'utilisateur, il n'a pas de données. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un bâtiment notamment de bureau, la réalité, c'est que c'est dans les charges. Donc la facture, vous ne la voyez pas, elle est intégrée dans les charges du bâtiment. Et vous n'avez pas ce sentiment d'être en train de jeter votre argent par les fenêtres et de jeter du carbone par la fenêtre, si je peux me permettre l'image. Et donc, ce type d'outil doit permettre de sensibiliser justement les utilisateurs sur ce qu'ils sont en train de faire. Là où pendant très longtemps, comme l'énergie coûtait pas cher et qu'on n'avait pas ce sentiment d'urgence climatique, bah, finalement, on dépensait ce carbone un peu de manière... Et on le découvre à la fin de l'année quand on paye. Oui. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir savoir, en fait, avoir des KPI mesurables, des tableaux de bord mesurables. Et ça, c'est pas de la data astronomique et exceptionnelle, mais c'est au moins avoir une data fiable, connaître son bâtiment, savoir les différents mètres carrés, comment ils sont utilisés, savoir effectivement l'énergie, où est-ce qu'elle est utilisée. Et pour ça, il faut ce double digital fiable, et d'autant plus dans une logique de pouvoir alerter. L'enjeu, c'est d'être dans une logique de prédictivité, en fait, pour rester sur sa trajectoire. Alors, Emmanuel Pat, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui a été dit ? Finalement, on a beau parler de technologie, on sent bien qu'il y a l'humain qui est derrière tout ça et qu'il y a une question aussi de réflexion et d'intelligence. Je crois que ça se rejoint sur cette thématique-là. Bah, oui, ça m'inspire beaucoup de choses. Déjà, je voudrais dire que ce bâtiment qui a été évoqué en Autriche, il s'appelle le 22-26 parce qu'il fait toujours entre 22 et 26 degrés dedans, alors qu'en Autriche, on est sur un climat un peu continental, donc c'est quand même une performance. Et ce sont les architectes Baumschlager et Berlet, avec lesquels d'ailleurs nous avons travaillé, nous, Méandre TC, sur des concours. Et moi, j'y suis allée parce que j'étais en vélo, je faisais un grand périple en vélo et je suis passée pas loin et du coup j'y suis allée et j'ai été parler avec les gens qui sont dans ce bâtiment et j'ai regardé comment c'était fait. Ah, c'est amusant, vous avez vraiment un point commun. Et une chose que j'ai vue, c'est qu'il y a des grandes hauteurs sous plafond. Donc moi je dis la data, c'est très bien la data, mais il faut aussi qu'on ait des architectes qui dessinent les choses pour que ensuite on puisse atteindre les objectifs. Parce que on peut avoir la data qui va nous dire bah, vous êtes mauvais, on va pleurer, ça va pas être drôle du tout. Et je pense que les utilisateurs, parce que bon, la data, depuis toujours, on donne ce qu'on appelle les dossiers des ouvrages exécutés, on donne les plans, on donne tout un tas d'informations quand on livre un bâtiment. Très souvent, toutes ces informations sont perdues dans les 3 mois après. Donc la data, c'est bien joli, même si on l'a sur un fichier informatique. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui sache ouvrir ce fichier, qu'il ait le logiciel qui va bien, etc., etc. Je pense que ce qui est important, c'est aussi la motivation et le désir. Nous, on fait, par exemple... on fait travailler les gens avec la fresque du climat, c'est-à-dire qu'on les met autour d'une table pour créer un consensus sur déjà quel est le problème et comment on va peut-être s'emparer de tout ça et quelles solutions on va imaginer. On en parle de plus en plus de cette phrase du climat. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est 3 heures justement pour se plonger et mieux comprendre les enjeux climatiques. On en parlait aussi en introduction. Et c'est pas du up-down, c'est pas quelqu'un qui vous dit voilà ce qui se passe, c'est mal ce que vous faites, etc. C'est vous qui collectivement mettez ensemble vos connaissances pour comprendre les choses. Et du coup, vous créez aussi un consensus d'équipe. Donc c'est très intéressant cette chose-là. Et puis je repense aussi à ce qui a été dit au début par François, c'est ça.
le quartier. Le quartier, c'est pas seulement les ressources, c'est pas seulement pendant le chantier. Le quartier, c'est aussi la revitalisation des territoires, des petites communes, des centres-bourgs. C'est le plaisir de se déplacer en vélo, à pied, du coup de retrouver du commerce, etc. C'est vraiment, et je pense que il faut donner envie de tout ça. Il faut que et c'est ça qui va nous amener. Mais finalement, c'est pas en disant aux gens ce qu'ils doivent faire. Il faut encore une fois qu'il y ait une appropriation de toute cette démarche et que les architectes peut-être sachent être parfois pousser les choses pour être un peu en avance de la loi. Par exemple, là, nous, on travaille, on livre un bâtiment au lycée français à Lisbonne. Et à Lisbonne... avec de la ventilation naturelle. Avec de la ventilation naturelle. Mais c'est possible parce que là-bas, c'est obligatoire de faire les classes à 3 mètres de hauteur sous plafond. Alors qu'en France, on va dire, le coût du chantier, il faut qu'on fasse le moins haut possible parce que c'est autant de matière, etc. Et à un moment donné, quand on travaille dans d'autres pays, on se rend compte qu'ils ont d'autres réglementations. Et notre réglementation, il va falloir qu'on travaille dessus. Parfois, enfin moi j'ai participé à l'organisation de conférences qui s'appelaient « Hors la loi », pour dépasser la loi, hein, non pas pour être voyou, mais parfois il va falloir trouver des idées et peut-être ne pas être dans le cadre imposé, mais imaginer des choses. Et donc ça doit venir de tout un chacun. Et les architectes, on ne peut pas le faire tout seul. On doit le faire avec les maîtres d'ouvrage, avec les usagers, avec les entreprises du bâtiment. Voilà, je pense que c'est un travail d'équipe. Avec Gare et Connexion. Alors, je voulais faire commenter Philippe Biwix, mais vous savez, c'est les aléas du direct. Je ne sais pas si vous avez vu derrière s'éteindre les écrans. Visiblement, on a un petit problème technique, on l'a perdu. Il va regretter de ne pas être avec nous. Oui, alors, vous pouvez... Pardon. Ah si, vous êtes là, je vous ai retrouvé parce qu'on m'a indiqué dans mon oreillette, vous voyez ma grosse oreillette que voilà, donc je vais vous faire commenter. Et en fait, ce qu'on a vu là à travers tous les échanges, finalement, qu'on utilise la data, qu'on ait une autre façon de réfléchir le bâtiment, finalement, avant d'aller vers des solutions techniques, faut réfléchir à j'ai besoin de quoi. C'est bien ça, Philippe Biwix ? Ah oui, bien sûr, on a dit tout à l'heure, c'est l'usage d'abord qui compte avant tout. Petite anecdote, alors j'ai jamais été là-bas en train ou en avion, mais il paraît qu'à Moscou, dans les bonnes années soviétiques notamment, où le gaz était vraiment pas cher, quand on réglait la température des logements en fonction du degré d'ouverture de la fenêtre. Donc vous voyez, c'est des choses qui peuvent se passer pour de vrai. Une petite anecdote qui a été mentionnée par François, je crois. Moi, je pense qu'il faut, on l'a dit, le bâtiment, de toute façon, on peut industrialiser des choses, bien sûr. C'est d'ailleurs un grand fantasme historiquement pour gagner en productivité, mais ce qu'il faut industrialiser, c'est la démarche, c'est l'état d'esprit. Et on restera toujours sur quelque chose qui est très contextualisé. Et je pense que là, en fait, on parle un peu en généralité, mais en fait, il y a des choses très différentes. Alors, par exemple, la question entre le neuf et la rénovation. Moi, je suis ravi que, je ne sais pas, dans les bâtiments neufs qui vont être conçus, on les imagine avec, effectivement, un jumeau numérique qui fait qu'on connaîtra exactement chaque pièce qui a été mise dedans. Et donc, dans 60 ans, on pourra faire une formidable déconstruction précautionneuse et non pas un curage, effectivement, pour récupérer chacun des composants, etc. Le problème, c'est que c'est dans 60 ans et qu'on a besoin de gérer les trucs tout de suite. Et on a besoin de faire de la déconstruction précautionneuse et de la rénovation tout de suite dans les bâtiments qu'on va devoir réhabiliter, et parce qu'on va devoir de moins en moins construire neuf. Et donc là, la problématique, elle devient très différente. C'est-à-dire qu'on a beau fantasmer des solutions techniques qu'on va mettre en œuvre pour le nouveau, ce qu'on a besoin de gérer, c'est avant tout et d'abord l'ancien. Et moi, d'ailleurs, je pense qu'on construit beaucoup trop, qu'il va falloir construire moins. Je sais bien que c'est une aberration de dire ça, parce que certains disent qu'il ne faut plus construire, même carrément. Bah, bien sûr, enfin voilà, je n'osais pas vous le dire, j'amène le truc progressivement, mais effectivement, en France, on construit 350, enfin, on met en chantier 350 000 nouveaux logements chaque année. Le parc augmente de 350 000 chaque année. Dans ces 350 000, il y en a 250 000 en résidence principale, 50 000 en résidence secondaire ou de tourisme et 50 000 vacants. Donc les bourgs et les centres-bourgs dont parlait Emmanuel. Donc on a un problème de métropolisation, on a un problème de fabrication de la ville, de densification, dont on a cru à un moment que ça allait être écolo, que la ville dense serait écolo. On s'aperçoit qu'elle n'est pas écolo, en fait, même s'il y a plus de transports en commun.
pour plein de raisons, parce qu'il y a des questions de métabolisme, il y a des questions de consommation de terre à l'extérieur, pour des questions logistiques, pour des questions, voilà, pour faire fonctionner cette ville dense. Et donc, on va avoir besoin de construire moins. Et les écomatériaux, on parlait tout à l'heure un petit peu du bois. On a vu un peu cet été que peut-être dans les 30 ans qui allaient venir, les forêts françaises allaient peut-être pas être si en forme que ça. On verra bien. Mais en tout cas, on ne pourra pas éco-construire en bois tout ce qu'on fait aujourd'hui en béton, en agglo, etc. C'est pas possible. Les volumes en question ne le permettraient évidemment pas. On s'est extrait au 19e siècle des contraintes surfaciques de la production par les forêts, par la terre, grâce à la chimie, au ciment Portland et à 2-3 autres trucs. Eh bien, se réinscrire dans ces limites-là, ça demande forcément à baisser les volumes. Donc il y a une vraie réflexion, effectivement, non seulement sur les usages, mais aussi sur le mésusage de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le fabuleux gâchis et les fabuleuses opportunités du patrimoine bâti existant. On utilise très mal, juste pour se donner un ordre de grandeur. On est tous sur la question des, on va dire, 1 million de logements vacants. Il y en a 3 millions, mais peut-être 2 millions sont ce qu'on appelle frictionnels, c'est-à-dire vacants depuis moins de 2 ans, donc ils sont plutôt en travaux ou en train d'être vendus, ou en train d'être hérités. Et puis il y a 1 million qui est vraiment du vacant structurel. Donc, c'est bien d'essayer de réinvestir. Il y a des programmes là-dessus qui démarrent, etc. Tout le monde est focalisé là-dessus. Parfait. Il faut savoir qu'à côté, il y a 8 millions de logements qui, eux, sont sous-occupés. Sous-occupés au sens de l'INSEE, c'est-à-dire que c'est une personne dans 5 pièces. Voilà. Donc, il y a aussi des logements suroccupés, bien entendu, mais beaucoup moins, de l'ordre de 1,5 million. Le bilan de tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, le nombre de mètres carrés, on le sait, par personne, augmente. On sait qu'il y a encore de la décohabitation. Donc, il va falloir réinventer aussi toute une série d'innovations, je dirais, non techniques et pas forcément tellement liées à la data, mais d'innovations culturelles, d'innovations du vivre ensemble, qui permettent de dire qu'on va faire de la cohabitation intergénérationnelle, qu'on va faire du béguinage, qu'on aura peut-être des trajets de résidentiels qui seront un petit peu plus dynamiques qu'ils sont aujourd'hui pour dire, tiens, quand les enfants sont partis faire des études à l'autre bout de la France, merci Parcoursup, eh bien, peut-être on reste pas dans son grand pavillon avec son grand jardin. Voilà, donc il y a tout un travail aussi qui va être à effectuer là-dessus, en profondeur. Évidemment, ça, c'est pas le truc qui permet de passer l'hiver prochain, c'est plus compliqué que ça, mais c'est ça qui va être nécessaire. Et je trouve que du coup, en focalisant sur la performance finalement des bâtiments, et en particulier sur la performance des bâtiments neufs, parce que finalement quand même les avancées réglementaires, bon maintenant ça change un petit peu bien sûr, mais elles ont été historiquement beaucoup sur la question du bâtiment neuf, et donc la performance, voilà, c'est génial, je sors ce super bâtiment, même réhabilité au milieu de Paris, il a jamais aussi peu consommé, c'est bien, mais on oublie l'éléphant au milieu de la pièce. La sous-occupation, et c'est pas que le logement, les bâtiments publics sont concernés, les bureaux bien sûr, etc. Et puis le fait que voilà, c'est la rénovation sur laquelle il faut se concentrer les moyens humains, financiers. Je rappelle juste que MaPrimeRénov', c'est 700 000 rénovations, génial. 700 000 gestes unitaires de rénovation. Si on prend des rénovations complètes, qui devraient nous amener au niveau bâtiment bas carbone, on en est bien loin aujourd'hui. Là, on parle de quelques dizaines de milliers seulement. Autant dire qu'il va falloir multiplier par 20 à 25 le rythme auquel on rénove aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, je vois le temps qui file. Je sais que vous ne me voyez pas spécifiquement, donc c'est pas évident de relancer le débat, mais je vois le temps qui file parce que finalement, on est parti à parler de high-tech, de low-tech, de technologie, et puis on en arrive au grand sujet qui nous concerne évidemment, la problématique de la transition écologique et des enjeux carbone finalement dans toute cette réflexion, et c'est ce qui fait le lien entre vous tous. C'est ça, Pascal Légarnin? Pascal, non, François. J'ai envie de vous appeler Pascal tout d'un coup. Non, bien sûr. Alors, sur l'intensité d'usage des bâtiments, puisque c'est un peu le sujet qui remonte là, bien évidemment qu'on est tous d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que nous, je parlais du fait qu'on a commencé comme un promoteur historique et qu'aujourd'hui on commence à faire plein d'autres choses autour. On est le numéro 2 français du coworking. Le coworking, c'est bien effectivement amener de l'intensité d'usage dans des mètres carrés de bureau pour faire que ces espaces-là soient utilisés par plus de monde avec une consommation de mètres carrés qui est moins élevée au final ramenée à l'usage des occupants. On est aussi dans le co-living, donc ça, on est sur de l'intensité d'usage résidentielle. On est numéro 1 français des résidences étudiantes avec les mêmes logiques.
le sujet quand même, c'est que si vous avez un patrimoine de X mètres carrés, que vous voulez optimiser les déplacements des gens au sein de ces X mètres carrés, il faut quand même bien pouvoir le monitorer. Et d'ailleurs, on le voit bien, les gens qui font de l'infrastructure de transport de type métro ou RER, ils sont pas capables de monitorer leur logique globale de mobilité s'ils n'ont pas la data qui correspond au flux des gens qui se promènent au sein de leurs outils. Et la data et l'open data aussi, ça c'est un sujet que... Et donc, même pour faire de l'intensité d'usage, même si on veut optimiser les mètres carrés, si on est dans une logique qui est de dire que la réponse n'est pas juste de construire 3 fois plus qu'avant, il faudra quand même être capable de monitorer la manière dont les gens se déplacent et leur permettre d'avoir des outils qui leur permettent de savoir où sont les mètres carrés vacants, comment est-ce qu'ils peuvent les utiliser, comment, etc., etc. Donc ça, on développe tout un tas de solutions sur ces sujets-là. Et c'est vrai que cet amorçage-là, moi, je le partage. Je pense que d'un point de vue même sociétal, on voit bien que la société va changer pour aller vers ça. Les gens vont être beaucoup plus nomades, sans doute un peu moins attachés à la propriété parce qu'on est dans une consommation as a service, comme le disent les Américains, mais on s'en fiche un peu. In fine, c'est effectivement, ils vont consommer plus souvent des mètres carrés un peu partout que le fait d'être très sédentaire dans un espace mètre carré. À mon sens, toutefois, pour gagner la bataille du bas carbone, on ne pourra pas opposer la rénovation et la réhabilitation à la construction neuve. La vérité, c'est qu'on a besoin des deux. D'autant qu'on a quand même une population qui augmente et que le normatif, lui, nous aide pas. Aujourd'hui, nous, on adorait faire de la reconversion de mètres carrés de tertiaire en logement, sauf que, typique, les normes incendie aujourd'hui qui séparent un actif tertiaire et un actif résidentiel font que le coût de transformation d'un bâtiment de bureau vide pour le remettre aux normes du résidentiel sont exorbitants et que la machine économique, elle tourne pas. Donc soit effectivement, une fois encore, je reviens à mon histoire de pacte public-privé, il y a un accompagnement de la puissance publique auprès d'un certain nombre de propriétaires pour leur donner la possibilité de faire cette transformation-là, et nous, on saura s'adapter et faire, entre guillemets, moins de neuf et plus de réhabilitation et de rénovation, soit c'est pas le cas, et malheureusement, on vit dans un monde dans lequel ça reste quand même encore un peu l'économie qui va driver le choix des propriétaires. Donc, je pense qu'on y vient. Tout le monde est quand même aligné sur le fait qu'il faut que ça bouge. C'est sans doute encore trop timide, donc il faut qu'on arrive à mettre plus de rythme dans tout ça. Alors, Nicolas Régnier, sachant que vous lancez, vous allez mettre la data au service, justement, parce qu'on parle de ces sujets, de la transition carbone des investisseurs immobiliers. Finalement, ce que je disais, vous rejoignez tous sur ces sujets-là. Oui, tout à fait. Et je voulais revenir sur ce qui a été dit précédemment entre la rénovation du patrimoine existant et les nouveaux projets. Tu as raison, c'est le même sujet et pour moi, il n'y a pas à opposer quoi que ce soit, à se dire l'un va être low-tech et l'autre high-tech, etc. Non. Je voulais juste vous prendre un exemple. La logique, on va dire... frugale, c'est de se dire on va essayer de mutualiser les matériaux, mutualiser les usages, on va essayer de mettre en place du réemploi de matériaux, c'est quand même ça le fond du sujet, c'est éviter le gaspillage. Et je vous prends un exemple, un bâtiment qui va se rénover, qui va mettre aujourd'hui à la benne X milliers de mètres carrés de faux planchers. Peut-être que ça peut être remis sur un autre bâtiment qui sort de terre ou qui va, lui, entamer sa rénovation. Là, si vous n'avez pas de data, si vous ne savez pas les mètres carrés, si vous ne savez pas à quel endroit, quel type de faux plancher on peut réemployer, comment vous faites ? Et si ce n'est pas dans une data standardisée qui vous permet de les comparer et de les mettre en lien entre l'offre et la demande, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que ça ne se fait pas, en fait. C'est qu'il y a un besoin de standardisation de la data. Donc, et je terminerai juste là-dessus en disant, nous, côté Data Solutions, donc vous l'aviez dit, Nathalie, l'objectif et notre raison d'être, c'est effectivement de mettre la data au service de la performance de l'investissement immobilier et de sa transition énergétique. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Caisse des dépôts, en tant que partenaire majeur de Data Solutions, investit chez nous dans une logique aussi de réduire la fracture numérique sur l'ensemble des territoires. Donc là, il n'y a pas à opposer, je pense, gros acteurs et gros projets au cœur de Paris et projets plus restreints en province. Non, c'est la même logique et il faut une data commune pour pouvoir justement mettre en place ces logiques de frugalité, de réemploi et atteindre justement nos objectifs de transition énergétique. Et avec aussi des startups pour faire un scale-up, pour reprendre ce que disait Philippe Biwix, puisque vous êtes aussi, on va dire, autour de la ville de demain à la station F pour incuber des startups qui peuvent aussi apporter...
des solutions. Et exactement, en fait, pour la petite histoire, on vient d'ouvrir et on aura prochainement l'événement d'inauguration le 14 octobre à Station F. On vient d'ouvrir le programme exclusif sur la ville de demain à Station F que je préside sous forme associative, donc qui réunit les principaux acteurs clés, dont Nexity d'ailleurs fait partie, dont la Française Real Estate fait également partie, l'établissement public Marne-la-Vallée, bref, tous les acteurs un peu clés du secteur. On a réuni effectivement les startups les plus innovantes et on leur fournira des postes de travail pour les accompagner et leur apporter le meilleur de l'écosystème pour se développer dans tous les territoires. Et on réunit aussi les acteurs académiques. L'idée étant effectivement d'avoir un carrefour un peu neutre et commun à toute la chaîne de valeur de la ville pour pouvoir justement pousser les sujets de demain dans une logique de mise en œuvre très, très concrète. Voilà. Emmanuel Pade, vous auriez envie de dire quoi en conclusion ? J'aurais envie de dire qu'il faut même élargir encore plus loin la question. C'est-à-dire que là, le gros sujet, c'est quand même le carbone. Et on est tous mondialement dans la même galère. Et que si nous, en France ou en Europe, on va faire des bâtiments, qu'ils soient neufs ou rénovés, extrêmement performants, mais qu'on envoie malheureusement nos vieux machins, quels qu'ils soient, en Afrique, ou qu'on ne regarde pas comment sont fabriqués tous ces objets si bien connectés en Asie, eh bien, je dirais qu'on a loupé quelque chose, parce que si eux ils émettent plus de carbone, tout le monde va le payer. En fait, on est ensemble dans cette galère. Et moi, ma devise, c'est que l'envers vaille l'endroit, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des gens qui vivent dans un luxe, et somme toute, nous vivons quand même si nous nous plaignons, mais ça c'est français, c'est normal. Nous vivons dans un certain luxe. Et pour que nous vivions dans ce luxe, il y a des gens et il y a des paysages aussi qui sont abîmés. Et je trouve que c'est un sujet que nous devons regarder collectivement, et qu'on se regarde un peu le nombril et qu'il faut regarder un peu toute la planète. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a largement ouvert. Moi, je pourrais continuer ce débat encore pendant 2 heures. La seule chose, c'est qu'il y a d'autres séquences derrière. Alors, Philippe Biwix, 2 minutes pour conclure. Attention. 2 minutes, je voyais 10h17, c'est le grand luxe, merci beaucoup. J'ai commencé avec 3 minutes de retard, vous voyez, donc génial. Tout va bien, ok. Non, je voulais juste reprendre l'exemple du réemploi, parce que ça a été mentionné plusieurs fois, et je trouve que c'est assez emblématique, justement, des problématiques qu'on se pose, parce qu'évidemment, réemployer n'importe quel matériau, n'importe quel dispositif technique, c'est évidemment excellent et super bon pour la planète à plein de titres, carbone, mais pas que carbone. Oublions pas qu'on a des questions aussi de problématiques de ressources, on a des problématiques de biodiversité. Donc faisons attention à pas être monocritère. C'est aussi un petit danger potentiellement de tout voir à travers le nombre précis. Et je vous renvoie d'ailleurs à un livre très sympathique du mathématicien philosophe Olivier Rey qui s'appelle Quand le monde s'est fait nombre, qui raconte comment la statistique à partir du 19e siècle a finalement transformé notre manière de voir le monde, et c'est très intéressant et enthousiasmant. Non, sur le réemploi, je voulais juste dire, mais en fait finalement c'est un exemple vraiment donc emblématique, je pense que c'est moins de 1%, mais on dit ça pour pas se tromper en fait, des volumes utilisés dans le bâtiment aujourd'hui. C'est vraiment une peine de faire du réemploi pour tout le monde, pour les concepteurs, pour les maîtres d'ouvrage. Voilà, faut une envie exceptionnelle et un engagement exceptionnel dans les conditions actuelles. C'est une histoire effectivement je suis d'accord, de partage d'informations. Évidemment, plus on a des plateformes et des manières de savoir qu'est-ce qui est disponible d'un côté et qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser de l'autre, ça va aider bien sûr. Des histoires d'organisation quelque part, des histoires de compétences, bien sûr, des histoires de réflexes à acquérir en disant, tiens, évidemment, le concepteur, il doit prendre finalement presque la contrainte de réemploi dès le départ. Si vous faites des fenêtres de telle et telle taille, vous ne trouverez jamais les bons châssis, alors qu'il faut peut-être adapter du coup le dessin de votre bâtiment au fait que vous avez envie de réemployer tel ou tel type de choses. Bien, mais ça a été dit aussi, tout ça c'est aussi un problème économique, c'est-à-dire que globalement, malheureusement, faire de la déconstruction précautionneuse, faire du transport
éventuellement et du stockage de matériaux, parce qu'évidemment le moment où vous faites la déconstruction, c'est pas tout à fait le moment où vous faites la mise en œuvre, donc on n'est pas dans le flux tendu de l'industrie et des livraisons de chantier, donc ça a aussi un coût, ça génère des choses en plus, donc c'est beaucoup plus de main d'œuvre, parfois il faut nettoyer, etc. Eh bien, du coup, voilà, il y a quand même derrière toutes les envies du bâtiment, il y a cette question économique et du coup la question des règles du jeu, je dirais quelque part presque fiscale. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est plus cher, in fine, de récupérer une prise, de la nettoyer, de la remettre, etc., de vérifier qu'elle sera bien aux normes, ou bien de récupérer des plaques de faux plafond ou des éléments de plomberie? Eh bien, parce que les ressources et l'énergie ne valent quasiment rien, enfin très très peu en tout cas, par rapport au prix de la main-d'œuvre, du travail humain, quel que soit son niveau. Et donc, eh bien, à chaque fois qu'on peut économiser de la main-d'œuvre, et on le fait partout, dans toutes les entreprises d'administration, eh bien, on fait ça et on préfère remplacer la main-d'œuvre par des machines. Et quelque part, quand on parlait de productivité tout à l'heure dans le bâtiment, c'est ça. La productivité dans l'industrie, ça a été de remplacer de manière très efficace, il n'y a pas de problème, de la main-d'œuvre, du travail humain par des machines. Et en plus, parfois, souvent, les machines font mieux le boulot pour différentes raisons, pour des questions de précision, etc. Alors là, vous avez rajouté 2 minutes de plus. Donc vraiment, juste une conclusion, parce qu'avec toutes les séquences, je vais finir à 14h. Voilà, dans la conclusion, c'est que le secteur du bâtiment doit réclamer, nous devons réclamer, nous, acteurs du bâtiment, une évolution des règles fiscales. Voilà, il faut renchérir le coût des matériaux, le coût de l'énergie, le coût du carbone et baisser le coût de la main-d'œuvre en réduisant les charges sociales, ce que vous voulez. On peut faire plein de choses, des TVA différenciés, parce que c'est ça qui permettra de plus en plus de faire de la rénovation intelligente. Voilà, alors j'allais dire, on a élargi largement le débat. Je vois ici les autres invités qui approuvaient ce que vous disiez. J'aurais pu évidemment continuer pendant longtemps. Je vois, il y a aussi François Desgardins prendre beaucoup de notes. Merci à vous tous. François Desgardins, directeur des nouvelles offres et de l'innovation en groupe chez Nexity. À Philippe Biwix, donc en visio avec nous, directeur général adjoint de la REP, filiale de la SNCF. À Nicolas Régnier, CEO de Data Solus, et à Emmanuel Pat, architecte chez Méandre ETC, donc avec à suivre de près cette BD. Merci encore. On a beaucoup parlé de rénovation, mais on va passer à la séquence dans un court instant sur la rénovation énergétique dans les territoires. On va rester dans Paris et voir un projet d'isolation avec des bottes de paille. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.